Bonjour à tous, bienvenue sur cette session. Cette session sera présentée par Ali. Je vais lui laisser la parole, se présenter et puis présenter son contenu. Voilà. Donc à l'issue en fait de cette session, il y aura un petit questionnaire à remplir, voilà, pour donner votre avis. Et puis on va essayer aussi de s'organiser et 10 minutes de questions-réponses. Je laisse la question à Ali. Alors bonjour à tous. Déjà, je suis très heureux d'être avec vous. Donc merci à la Journée du Cloud pour l'invitation. Donc je m'appelle Ali Ben Fatoum. Je suis en charge des produits IoT chez Amazon Web Services, donc IoT, Internet des objets. Et je suis aussi le créateur du Garnet Framework que je vais vous présenter durant cette session et qui permet en fait de créer des solutions interopérables. C'est un framework open source. Et qui permet de connecter des systèmes avec des données de sources hétérogènes. Donc voilà, pour moi, ça fait à peu près une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis dans le domaine de l'IoT, avec aussi une passion pour les smart cities, ville intelligente. Donc vous verrez au travers de cette présentation plusieurs exemples de projets sur lesquels je travaille, qui sont en fait tirés de cas réels dans les technologies Smart Cities. Alors, pourquoi d'abord avoir créé ce, ce framework? euh, je vais partir sur une explication principalement de deux principaux obstacles qu'on rencontre euh, quand on souhaite développer des solutions de type smart, smart building, smart cities, smart manufacturing. La première, c'est lorsqu'on cherche à connecter dans un même cas d'usage des capteurs, des systèmes qui ont des technologies et des types de données euh, différents. Et donc en fait, finalement, euh, l'exemple le plus simple ici, c'est vous avez un capteur de température qui envoie de la donnée. Et donc là, on voit bien, si vous regardez tout à gauche le capteur, bon, il envoie un fichier JSON, température, humidité. Donc là, ça pose pas de problème quand vous allez visualiser cette information. Vous savez comment cette information est envoyée parce que finalement, vous avez qu'un type de capteur. Vous pouvez avoir 1 million de capteurs de ce type. C'est pas un problème parce que le million de capteurs envoie exactement le même format. Donc ça pose aucun problème à stocker, ça pose aucun problème à visualiser, à consommer, à analyser cette donnée. Maintenant, disons que vous allez introduire un nouveau euh, type de capteur, une nouvelle sorte, qui peut mesurer exactement la même chose. Hein, ça, c'est pas forcément le problème. Mais ici, si vous regardez bien, le format commence à être différent. C'est-à-dire que c'est toujours un fichier JSON, sauf que température dans le premier capteur devient temp dans le deuxième. On a aussi une nouvelle mesure qui est le NO2. Et donc là, ça commence un peu à poser un certain souci quand on souhaite consommer cette donnée, parce qu'on doit savoir de quel type de capteur on parle. Et si vous êtes un peu vigilant en regardant les capteurs, vous voyez température 18 pour celui du haut et température 65 pour celui du bas. Donc il y a peut-être même des unités qui sont différentes. Probablement celui du haut va mesurer des degrés Celsius et peut-être celui d'en bas des degrés Fahrenheit. Donc là, quand vous allez stocker la donnée, bon, c'est toujours des fichiers JSON, donc à la limite, vous pouvez toujours les stocker de la même manière, mais quand vous allez consommer cette donnée, imaginons que vous aviez un dashboard ou une API, il faut que vous compreniez à quoi correspond température et à quoi correspond temps. Maintenant, le cas où vous avez plusieurs technologies, et donc là, on a deux capteurs qui se connectent en Wi-Fi, donc c'est les deux capteurs précédents. Et on a un capteur additionnel un type de capteur additionnel qui se connecte en LoRaWAN, qui est une technologie bas débit de l'IoT, basse consommation. Là, on va plutôt avoir des bytes. Et donc, se pose la question déjà de comment on stocke ces données. On va devoir pré-processer, enfin, processer la donnée pour changer son format, etc. Donc, à chaque fois, on a un ajout d'un process en cours pour pouvoir consommer la donnée. Et à chaque fois qu'on souhaite consommer la donnée, on doit comprendre de quelle donnée il s'agit. Et donc là, expliquer, on va dire, avec deux, trois types de capteurs, dans la réalité,
euh, imaginons à l'échelle d'une ville, on a très facilement une centaine, voire des milliers de producteurs de données différents euh, et une dizaine, voire une cinquantaine de systèmes qui vont consommer cette donnée, que ce soit des dashboards, que ce soit des API haut niveau, que ce soit des systèmes d'intelligence artificielle, des applications mobiles, etc. Et donc, juste pour vous donner un petit euh, exemple on va dire, d'un dimensionnement assez faible de projet dans le cas des Smart Cities, imaginons que vous ayez 50 euh, data producers, ça peut être 50 types de capteurs mesurant la même chose, ça peut être 10 capteurs, 10 types de capteurs mesurant la qualité de l'air, un capteur mesurant la disponibilité des places de parking, etc. Donc 50 différents data producers et de l'autre côté 10 data consumers. Vous allez vous retrouver à gérer quotidiennement 500 interfaces. Parce que pour chaque data producer, vous devez gérer une interface avec les 10 consommateurs. Et à chaque introduction d'une nouvelle source de données, d'un nouveau producteur de données, vous allez devoir mettre à jour les 10 consommateurs de données qui ont besoin de consommer cette source de données. Donc là, on comprend très bien le problème à l'échelle d'avoir en fait un couplage entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Donc on va rechercher à découpler en fait ces producteurs de données et ces consommateurs de données pour qu'ils soient complètement indépendants. C'est-à-dire que les consommateurs de données consomment une donnée, peu importe en fait comment le producteur de données va la produire originellement. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur et on va regarder en termes de cas d'usage. Donc là, c'était plus ou moins, imaginons que vous ayez plusieurs capteurs, mais sur un même cas d'usage. Maintenant, quand vous avez plusieurs cas d'usage, vous avez plusieurs types de données, ok, comme on vient de le voir, donc vous avez aussi besoin de connecter ces cas d'usage ensemble. Et là encore, j'aime bien prendre le cas des villes. Quand vous avez plusieurs... oui. Ali, je me permets de t'arrêter. Est-ce que tu peux peut-être parler plus fort? Parce qu'à Conakry, on ne t'entend pas. Alors, c'est peut-être ton micro ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais on ne t'entend pas très bien à Conakry. Alors, si tu peux faire quelque Okay. chose, je ne Je sais vais essayer pas. de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que toi, tu m'entends Moi, je t'entends correctement? bien, mais à Conakry, on ne t'entend pas très bien. Ah, D'accord. euh, Écoute, fais ce que tu peux. ok, je vais essayer d'appeler le son sans Alors, trop casser les oreilles de ceux qui m'entendent correctement. Donc là, on est plutôt sur on va dire un système avec plusieurs cas d'usage et j'aime bien prendre l'exemple des villes intelligentes. On a des systèmes qui vont mesurer le niveau sonore, on a des systèmes qui vont mesurer la qualité de l'air, on a des systèmes qui vont, par exemple, par caméra, détecter le trafic et mesurer la congestion, le trafic. On a des gestion de l'eau, etc. Ces systèmes-là, en fait, ne peuvent pas, si on veut qu'ils fonctionnent de manière efficiente, ne peuvent pas fonctionner en silo pour la simple et bonne raison que si vous souhaitez comprendre holistiquement comment la qualité de l'air est impactée sur votre territoire, vous avez besoin de savoir l'état du trafic. Si vous avez envie de créer une solution de waste management, donc gestion des déchets, collecte des déchets, vous avez aussi besoin de connaître le trafic. Vous ne pouvez pas envoyer vos camions à n'importe quelle heure ou au moment où la congestion est la plus forte. Ça ne va pas être un système intelligent. Et donc l'idée, c'est d'essayer de connecter tous ces systèmes ensemble. Et pour le faire, il faut que vous ayez la possibilité de le faire. Donc, c'est-à-dire que si chaque système, chaque solution est en silo et finalement ne vous permet pas d'aller extraire de la donnée facilement, voilà, vous allez vous retrouver avec peut-être une quinzaine de solutions qui vont très bien faire les choses quand il s'agira du système ou du cas d'usage en question. Mais à partir du moment où vous allez essayer de construire une plateforme avec une approche holistique, vous allez avoir ça va être extrêmement compliqué de connecter tous ces silos parce que chaque silo va avoir sa propre interface. Donc, imaginons c'est des API, sa propre API, sa propre façon de structurer la donnée. Donc on va ici parler de modèles d'information. Et donc là, ça va être extrêmement compliqué. Il y a une option que je vois souvent, enfin qui est de moins en moins populaire, mais qui à une époque était, on
va dire, assez populaire encore dans le domaine des smart cities, c'était d'acheter une grosse plateforme à un vendeur avec des cas d'usage prédéfinis, etc. Et donc là, en fait, on se rend compte que oui, ça va marcher au moment où vous avez, on va dire, les premiers mois, les premières années, vous avez ce type de système, mais dès que vous allez chercher à connecter d'autres systèmes en cours de route. Ça peut être une startup innovante qui travaille avec vous et ben là vous allez avoir extrêmement de mal parce que pareil, pour connecter ces nouveaux systèmes à cette plateforme existante, ça va être très compliqué s'il n'y a pas d'interface standard, s'il n'y a pas d'interopérabilité qui a été prévue au moment de l'acquisition de cette plateforme. Et donc c'est pour ces raisons, parce qu'on avait des clients qui venaient nous voir en nous disant, bah voilà, on aimerait faire de la qualité de l'air, on aimerait connecter nos machines sur nos usines, etc. Tous ces cas d'usage-là, on s'est rendu compte qu'il y avait ces challenges qui étaient communs à tous les clients. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le Garnet Framework, qui est un framework open source. Donc c'est pas un service AWS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de SLA, c'est quelque chose qui est open source, qui est disponible sur GitHub, que vous pouvez déployer, installer, vous avez accès au code, vous pouvez euh, le customiser selon vos besoins. Et donc ce framework, il s'appuie, donc il est open source, mais il s'appuie aussi sur une technologie open source qui s'appelle le Context Broker, et qui est développé par la communauté Fireware et aussi sur des standards ouverts. D'ailleurs, c'est la partie pour moi la plus importante dans le framework, sont les standards. Et donc, je dirais quelques mots dans la slide d'après sur les standards. Et bien évidemment, ça utilise les services AWS. Et donc, ça s'applique sur un certain nombre de domaines. On a démarré il y a quelques années avec un focus sur les smart cities. D'ailleurs, ça s'appelait le Smart Territory Framework. Et depuis novembre dernier, on a lancé le Garnet Framework, qui est la suite du Smart Territory Framework, mais qui s'étend à plusieurs domaines et qui, bien sûr, ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, les bénéfices de ce framework sont qu'il permet de casser les silos de données, qu'il est interopérable par design parce qu'il est basé sur des standards ouverts et qui permet un découplage total des producteurs de données et des consommateurs de données. Donc les standards le standard qu'on a choisi d'utiliser pour le Garnet Framework s'appelle NGSI LD, qui est standardisé par l'ETSI. Et donc, ça permet de standardiser en réalité deux choses. Le modèle d'information, donc ce que vous voyez à la gauche, une formation modèle, et l'interface, donc globalement l'API. Donc le modèle d'information, chaque data en NGSILD permet de représenter un objet ou un concept qui existe dans le monde réel, que ce soit un objet physique ou un concept, par exemple une température va être représentée. Et donc on représente cette information en étant une entité. Voilà. Donc imaginons vous avez une application Smart Building, vous avez des capteurs de température et de qualité de l'air dans des salles de réunion. Donc ces capteurs-là vont être une entité aussi. Donc chaque capteur est une entité. La mesure de ce capteur est une entité. La salle de réunion est une entité. L'étage dans lequel il se trouve est une entité. Le building une entité, etc., etc. Et donc chaque entité va avoir au moins un ID unique, un type. Donc ça va permettre comprendre de quel type d'entité on parle. Si c'est par exemple une salle de réunion, on va avoir un type room qui permet d'identifier ou meeting room qui permet d'identifier le type d'entité auquel on réfère. Et ensuite, vous allez avoir des propriétés. Donc par exemple le nom de la salle, le numéro de série s'il s'agit d'un device, ça et des géoproperties qui permet aussi d'avoir accès aux données de localisation et aussi après on va voir par la suite d'avoir des possibilités euh, de, de requêter ces entités en fonction de leur localisation, etc. Et ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle des relationships. Donc en gros, ça permet de lier les entités ensemble
Et donc, dans l'exemple que je prenais, la mesure de qualité de l'air a été mesurée par un capteur. Et donc, on peut dire, voilà, ça vient de ce capteur via une relation. Ce capteur est placé dans une salle de réunion. Et donc, pareil, on va avoir une relation entre le capteur et la salle de réunion, etc. Et ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle un knowledge graph. Donc, on va avoir non seulement des informations en fonction des entités en particulier, mais aussi le contexte. Où se trouve ce capteur, dans quelle pièce, à quel moment cela a été mesuré, etc. Et donc, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations que si on avait un système direct où on devait aller chercher une information seulement à propos de ce capteur. Là, on a tout son contexte avec, on va pouvoir traverser ce graphe. Et donc, ça nous amène à l'API qui est standard aussi, qui permet de, bien sûr, créer des entités, les requêter, mais aussi de souscrire à des événements. Donc, c'est la partie subscription que vous voyez sur la partie droite. Ça va permettre de créer ce qu'on appelle des subscriptions, donc de souscrire à des événements concrets. Et donc, ça vous permet, par exemple, d'être notifié à chaque fois que, imaginons que vous soyez intéressé euh, par tous les véhicules qui dépassent la vitesse de 50 km/h dans une zone particulière. Eh ben, vous allez pouvoir créer une subscription qui définit cet événement. Et à chaque fois que cet événement se passe, vous allez être notifié en quasi temps réel de cet événement. Il y a l'interface temporale aussi qui vous permet d'avoir l'historique de la donnée pour savoir l'évolution, par exemple, d'une mesure dans le temps. Et on a aussi les registrations qui permet de fédérer des systèmes. Donc, on va avoir une partie de l'information qui est dans un autre système et en fait, de manière complètement transparente pour l'utilisateur qui fait la requête, le système va aller chercher les informations dans tous les systèmes dont il a connaissance qui contiennent la donnée pour créer une vue complète, holistique à l'utilisateur qui demande l'information. Donc, l'information modèle, le modèle d'information ne vous donne pas forcément d'indication sur comment nommer ses propriétés. Et au-dessus de ça, vous allez amener votre propre ontologie, vos propres data models. Et donc pour le Garnet Framework, on s'appuie sur une autre initiative aussi open source qui s'appelle les Smart Data Model et qui propose, donc c'est pas une obligation, vous pouvez utiliser une partie ou même pas du tout, vous pouvez avoir votre propre ontologie sur le Garnet Framework, mais ça vous donne des exemples, plus de 900 data models aujourd'hui, dans plus de 12 domaines, voilà, que ce soit sur comment vous voulez nommer un capteur de parking, etc. Donc ça vous donne ces exemples-là, et plutôt de réinventer la roue, vous pouvez les utiliser. Et donc avec ce standard, vous pouvez, comme je le disais, requêter de l'information, que ce soit par ID, de manière très classique, par type, si je veux connaître, si je veux avoir toutes les mesures de qualité de l'air, ben, je vais pouvoir spécifier le type Air Quality Observe. Si j'ai besoin d'avoir toutes les entités qui ont une valeur spécifique, que ce soit au-dessus de 600 ppm par exemple, si je cherche à avoir tous les capteurs qui ont mesuré une valeur de CO2 en particulier, ou je peux aussi faire des geoqueries et demander toutes les entités d'un certain type qui sont 500 mètres autour de certaines coordonnées. Tout ce qui m'est possible de requêter, je peux aussi souscrire, c'est-à-dire qu'en gros, je peux demander d'être notifié à chaque fois qu'il y a une qualité de l'air, enfin qu'il y a une valeur de CO2 au-dessus de 600 ppm. À chaque fois que cela se produit, j'aurai la notification en temps réel. Et enfin, on a le knowledge graph, comme je le disais, plutôt que d'avoir comme seulement accès au device et à sa mesure si on cherche à avoir le niveau sonore. On peut aussi en réalité avoir une vue holistique de la rue et de savoir non seulement la mesure du niveau sonore, mais aussi euh, la qualité de l'air, le trafic, etc. Alors comment on permet de découpler les producteurs de données et les consommateurs de données? Eh ben en ayant en fait ce Garnet Framework au milieu qui va lui traiter que de la donnée standardisée. Et donc le consommateur consomme toujours de la donnée standardisée. Et le producteur, lui, de données, est en charge de collecter la donnée brute
et de la transformer dans ce format pour pouvoir la pousser dans le Garnet Framework. Et donc, en réalité, vous avez, à partir du moment où vous faites ça, la possibilité d'ajouter un certain nombre, voire illimité de nouvelles sources de données. Et le seul effort que vous avez à faire, c'est de transformer cette donnée brute en donnée standardisée pour qu'après, tous les consommateurs qui consomment déjà ce type de données puissent continuer à la consommer de manière transparente. Quand vous déployez le Garnet Framework, et je donnerai un peu plus d'informations sur la manière dont ça se déploie, vous avez accès à donc une API qui vous permet de faire GeoQuery, les subscriptions, tout ce qu'on a vu, les API standardisés. Vous pouvez faire aussi du device management parce que le bloc, donc en fait le Garnet Framework a deux principaux composants. Il y a le context broker qui permet en fait d'exposer le standard NGS-ILD, et vous avez aussi le composant Garnet IoT qui repose sur AWS IoT, qui vous permet aussi d'utiliser les fonctionnalités en termes de device management, en termes de device shadow pour avoir l'aspect digital twin, etc. Et vous avez aussi un data lake qui est basé sur S3 en complément des données temporelles que vous avez aussi avec l'API qui directement est exposé par le contexte broker. Et on a en fait designé tout ça. Donc le contexte broker, il y a une base de données, il y a des API, ça utilise des services AWS. Donc il y a l'architecture plus détaillée sur le site garnet-framework.dev. Mais en gros, on a packagé tout ça en utilisant AWS CDK, donc qui est de l'infrastructure as code, en utilisant des langages de programmation type Java, JavaScript, Python, etc. Et donc, ce qui vous permet de déployer le Garnet Framework avec juste 2 lignes de commande. Et 30 minutes plus tard, il est déployé. Toutes les ressources AWS sont créées sur votre compte et vous pouvez commencer à l'utiliser. Et vous pouvez de la même façon créer vos producteurs de données et vos consommateurs de données aussi de la même manière, c'est-à-dire en créant des stacks CDK et en les déployant. Et puis ça vous permet de faire des déploiements en test, en prod, pour différents clients. Si vous avez par exemple une solution SaaS qui utilise le Garnet Framework, vous pouvez en fait créer ça pour vos clients de manière réplicable. Quelques exemples de producteurs de données et de consommateurs de données. C'est quelques exemples parmi voilà, une centaine de cas d'usage sur lesquels on travaille avec nos clients. Mais imaginons que vous ayez un système qui a déjà de la donnée et qui a besoin de pousser de la donnée en HTTP. C'est le premier qu'on voit tout en haut. Vous pouvez très bien créer un endpoint API gateway avec une lambda. On voit bien d'ailleurs que tous les producteurs de données, en réalité, finissent avec une lambda qui va prendre la donnée brute et la transformer. Ça va être juste du mapping entre la donnée brute et le NGS-ILD, et ensuite ça va être poussé dans le Garnet Framework. En fait, le Garnet Framework expose une queue SQS, et donc vous pouvez pousser les données dans cette queue. Donc, peu importe finalement l'interface, que ce soit SFTP, LoRaWAN, etc., vous pouvez connecter n'importe quel type de système. Donc le Garnet Framework en tant que tel ne prend pas particulièrement en charge un protocole. Lui, le Garnet Framework c'est une méta-plateforme de données. Donc il s'attend à ce que vous lui envoyez dans la SQS une entité NGS-ILD, voilà ce qu'il attend. Le protocole et la manière dont ça a été envoyé, c'est poussé au niveau ça se passe au niveau du data producer. Donc à chaque fois que vous allez avoir un nouveau type de capteur ou un nouveau type de source de données, ça peut être même des plateformes existantes. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer un data producer qui va en fait collecter cette donnée, que ce soit en LoRaWAN ou en MQTT, peu importe le protocole. Une fois que vous avez la donnée brute dans votre système, si c'est l'AWS, vous allez la rentrer dans le cloud en fonction du bon service. Et ensuite, vous allez juste transformer cette donnée pour qu'elle soit NGS-ILD, qui est une extension de JSON-LD. Donc, c'est un fichier, en gros, c'est un document JSON
et vous allez le pousser dans le Garnet Framework. Et donc, ça vous permet en fait d'être compatible et interopérable avec n'importe quel système. Imaginons que vous travaillez avec déjà des plateformes existantes qui ont déjà leurs propres standards métiers. Vous allez pouvoir en fait avoir un standard, un méta-standard au-dessus de tous ces différents standards pour vous permettre de modéliser. En fait, en réalité, c'est ce que permet de faire le standard NDSRLD. Ça permet de modéliser des systèmes complexes, soit un aéroport, par exemple. Euh, vous allez avoir probablement des standards dans l'aviation qui existent, mais ça va être au niveau des data producers. Ensuite, vous allez créer ces entités NDSRLD et ça vous permet de connecter des ports d'embarquement avec des compagnies aériennes, avec les magasins qui sont dans l'aéroport, etc. Et tout ça, vous allez avoir le knowledge graph de l'aéroport. Et au-dessus de ce knowledge graph, vous allez avoir des possibilités geospatial, subscription que j'ai évoquées. Ensuite, pour consommer la donnée, vous pouvez la consommer de différentes manières. Vous avez accès à un flux MQTT via les subscriptions, donc vous pouvez faire des dashboards temps réel. Vous pouvez aussi faire des dashboards en requêtant en HTTP l'API pour avoir la dernière donnée ou la partie time series avec l'interface temporale. Mais vous pouvez aussi aller accéder directement au data lake avec Athena et requêter le data lake pour faire de l'analytics si vous avez 10 ans de données, par exemple. Et vous pouvez aussi connecter des systèmes avec subscription. Imaginons que vous travaillez avec un organisme qui est intéressé par la qualité de l'air, plutôt que de lui donner un accès à votre système pour aller requêter, même quand la donnée n'est pas présente. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure de qualité de l'air qui intéresse ce client, vous pouvez lui envoyer la donnée de manière dynamique. Et donc là, j'ai quelques exemples de comment finalement on peut construire des solutions. Ici, c'est une startup qui s'appelle MetaWorldX qui a développé voilà une interface de 3D qu'on appelle Digital Twin, donc à l'échelle de la ville de Toronto. Derrière, il va chercher des données du knowledge graph du Garnet Framework pour les exposer. Ici, c'est un simple cas d'usage de température, mais j'aime bien cet exemple parce il y a une anecdote derrière. J'avais développé une démo avec une carte en 2D qui était assez moche. Et je travaillais avec un, un partenaire qui lui euh, fournit des capteurs de qualité de l'air en LoRaWAN. Et donc l'idée de la démo, c'était de montrer sur une carte 2D la mesure de qualité de l'air. Et j'ai rencontré cette startup, c'était pendant le Smart City World Congress à Barcelone. Et j'ai beaucoup aimé l'interface, et donc j'ai proposé qu'on fasse une démo ensemble avec cette interface. Et donc on a préparé une démo pour un événement qui avait lieu un mois plus tard. Et donc, ces données qui sont consommées de qualité de l'air viennent des capteurs voilà, dont je parlais. Et l'entreprise, donc cette startup qui crée le Digital Twin, la vue 3D, et l'entreprise qui fournit les capteurs ne se sont jamais rencontrés. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un vrai découplage entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Parce qu'en réalité, au milieu, tout est standardisé. Donc, vous n'avez pas besoin de les mettre autour de la table pour les aligner sur la manière dont la donnée est produite, etc. Une autre démo que je pourrais vous montrer live aussi, parce que c'est une page web. Ici, on est encore sur. Donc celle-là, c'est une démo que j'ai faite moi-même en quelques jours. D'ailleurs, ça vous montre la facilité avec laquelle vous pouvez créer des démos avec le Garnet Framework. Et donc là, j'utilise une visualisation Cesium. Et donc là, par exemple, vous voyez, je rentre dans un bâtiment. Donc là, c'est un autre type de visualisation avec un partenaire qui s'appelle Matterport. Et donc, toutes ces requêtes que vous voyez sur l'écran, en réalité, derrière, c'est le même knowledge graph. Et je peux ensuite mettre des nouvelles types d'interfaces. Ici, c'est un chatbot qui utilise Bedrock et je vais pouvoir avoir accès à toutes sortes de données. Ici, là, je vais à Singapour, par exemple, je demande la disponibilité des parkings, mais je peux aussi le demander au chatbot en disant, donne-moi tous les parkings qui sont disponibles 2000 mètres enfin 2 kilomètres autour de cette adresse. Et donc, le, le chatbot va me donner cette information. D'ailleurs, alors, si on a un peu de temps, je peux vous la montrer en live. Voilà, ah ben non, j'ai pas accès à. Donc voilà. Donc c'est le type de. Donc là aussi, on est à Londres.
ça montre la disponibilité des vélos. La démo vous montre vraiment que vous avez en réalité accès à n'importe, vous pouvez utiliser quasiment n'importe quel type de données. En réalité, l'effort est simplement de collecter cette donnée. Ici, j'utilise des différentes sources de données. Et pour créer un data producer, ce que vous voyez, par exemple, la qualité de l'air à Dubaï, ça m'a pris 30-40 minutes. Quoi. En fait, c'est un appel API dans le cas ici, à un système d'open data qui avait ces données qui m'intéressaient. Et ensuite, c'est simplement du mapping. Quoi. La manière dont c'est nommé la température, il faut utiliser le modèle d'information GSAID et ensuite le pousser sur SQS. Donc là, c'est la qualité de l'air. D'ailleurs, c'est avec ce partenaire. La donnée vient ici de ce partenaire dont j'ai parlé qui, euh, qui fournit des capteurs de qualité de l'air en LoRaWAN. Et donc, en termes de cas d'usage concret, j'étais il y a un mois au Panama. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Grupo TX, Grupo TX. Et donc, ils ont développé une plateforme basée sur le Garnet Framework qui ensuite est proposée à leurs clients. Et donc, ils ont plusieurs clients. Ils travaillent avec le canal du Panama, d'ailleurs. Mais là, le client ici, c'est IDAN. C'est l'entreprise nationale de distribution d'eau au Panama. Et donc, ils ont plus de 250 sites un peu partout dans le Panama. Et donc, ce partenaire, Groupe OTX, a disposé de différents capteurs, notamment sur les pompes, pour mesurer la vibration, la température, et ils font en fait du monitoring de leur équipement en quasi temps réel, ce qui leur permet d'avoir, au lieu d'envoyer quelqu'un ou de réagir trop tard, parce que en fait, si les pompes sont défectueuses, il se peut que voilà, il n'y ait plus d'eau pendant plusieurs heures, voire jours, et sachant que voilà, ils ont une infrastructure qui dessert plus de 2 millions, 2,6 millions de personnes au Panama. Encore 4 minutes avant les questions, Ali. Je Alors, te laisse. alors on peut commencer les questions. Hein. C'est comme tu veux. Si tu veux poursuivre, là, on te voit super beau avec ta jolie chemise bleue. Si tu veux continuer, tu as encore 4 minutes. C'est bon, c'était ma dernière slide pour parler des cas d'usage. Après, j'ai plein d'autres exemples. D'accord. Alors, il y a une première question du Maroc. Maroc 1, France 0. Quel protocole ou standard le Gartnet Framework prend-il en charge pour assurer Robert, Attends, je te la mets parce qu'elle est quand même que sur la question. Ouais, je te la mets. Quel protocole ou standard le Gartnet Framework prend-il en charge pour assurer l'interopérabilité? Eh ben justement, en fait, c'était tout le sujet de cette présentation. Le standard, c'est NGSID, et c'est ce qui permet cette interopérabilité. En réalité, quand vous avez un système, l'idée du Garnet Framework, c'est de pousser aux extrémités du système tout ce qui est propriétaire ou spécifique à un capteur ou à une source de données. Et aux extrémités, on va avoir les producteurs de données, et en fait, on va très vite transformer la source propriétaire ou brute ou d'un standard autre en NDSID, et c'est ce qui va nous permettre d'assurer l'interopérabilité, parce que tous ces systèmes-là, une fois qu'ils vont être connectés dans le Garnet Framework, ils vont tous parler le même langage qui est NDSID. Et donc pour la bidirectionnalité, parce que c'est une question que j'ai souvent, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir dans NDSID, on va envoyer ces commandes, et ensuite on va avoir des systèmes qui vont écouter via des subscriptions à ces commandes, qui vont être envoyées d'une manière standard, et qui vont après traduire la commande pour le end device, pour le système cible, pour pouvoir lui envoyer, parce que le système cible ne va pas comprendre du NSAL, donc vous faites en réalité le chemin inverse. Donc quand vous voulez produire la donnée, vous allez passer de quelque chose de propriétaire à quelque chose de standard qui est NSALD, et ensuite tout va être traité dans le Garnet Framework. Ça vous permet d'aller, même quand vous allez faire vos requêtes sur le data lake, ça va être quasiment toujours les mêmes requêtes parce que le modèle d'information est le même. Donc ça vous permet de développer très vite des solutions, des nouvelles fonctionnalités. Et quand vous allez devoir envoyer des commandes vers les systèmes,
Donc là, ça va être le chemin inverse. Vous allez envoyer dans le Garnet Framework une commande qui va être au format NGSILD. Bien sûr, la commande elle-même peut être dans le format final, hein, mais la structure de, de, de l'entité va être en NGSILD. Et ensuite, il y aura un système qui va écouter en fonction, qui va écouter un certain nombre de, de commandes qui sont liées à des équipements et qui va ensuite les transformer pour pouvoir les envoyer vers la bonne cible. Autre question, est-ce qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec les standards utilisés par les fabricants de devices afin qu'ils adhèrent au Gartner Framework? Alors, le Garnet Framework, c'est le framework qui utilise le NGSILD, d'accord? Donc, le standard, c'est vraiment NGSILD. Et en fait, justement, c'est le principe du NGSILD, c'est de se positionner en méta-modèle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de forcer tous les clients, les sources de données à utiliser ce modèle-là en amont. L'idée, c'est de se dire, voilà, on ne peut pas de toute façon forcer tous les équipements du monde entier. Et des fois, d'ailleurs, si on prend l'exemple de LoRaWAN, ça envoie des bytes, donc ça ne pourra pas être compatible avec NGSID. L'idée, c'est de se dire, on a un certain nombre de protocoles qui sont d'ailleurs très pertinents dans certains domaines. On garde ces protocoles-là, on garde ces standards-là, on garde ces formats-là, mais on va les transformer au moment où on les rentre dans le Garnet Framework pour que derrière, ensuite, notre management de la data soit, elle, standardisée. Et donc, toutes les fonctionnalités vont être appliquées à des données standards et vous pouvez garder vos systèmes cibles dans le protocole et le standard que vous voulez. Et ça vous permet justement d'arriver dans des environnements où vous avez des systèmes legacy, où vous avez des systèmes existants et de les connecter. Donc, vous n'avez pas besoin de tout redémarrer en forçant. Non, vous pouvez arriver à partir du moment où vous avez une interface avec ce système, donc vous allez pouvoir le connecter au Garnet Framework. Et donc, vous pouvez garder vos systèmes de manière complètement indépendante sans les forcer à utiliser le NGSILD à la source. D'accord. Peut-on, via le framework, envoyer une commande à un device lié à une entity? Oui, et ben justement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure quand je parlais de la bidirectionnalité. Donc, j'avais anticipé cette question. Donc, oui, en effet, vous allez, imaginons, vous avez une entité capteur, et dans cette capteur, vous allez avoir une propriété qui s'appelle commande. Et imaginons même que cette commande s'envoie en byte. Et ben, vous pouvez aller renseigner. Donc, vous allez créer, vous allez mettre à jour l'entité capteur avec la bonne commande. Et en fait, vous allez avoir un système qui va souscrire à chaque changement de commande. Et il sait en fait ce système, parce qu'il souscrit à un type de device en particulier, il sait quel type de capteur, à qui l'envoyer, etc. Donc il va souscrire, il va avoir cette information avec cette nouvelle commande. Et lui, si c'est par exemple du LoRaWAN, ou si c'est du MQTT, si c'est de l'HTTP, il a toutes les informations nécessaires pour aller envoyer au système cible la commande qui va bien. Et donc là, c'est dans votre, c'est dans quand vous allez designer votre système, vous allez modéliser tout ça et vous allez devoir créer ces subscriptions, vous allez devoir créer ces systèmes qui exécutent les commandes, etc. Donc ça, c'est à vous de les créer, mais le Garnet Framework, voilà, va vous faciliter ce travail de design et de souscription, enfin d'abonnement à ces commandes. D'accord. Dans quel cas le framework Gartnet n'est pas, le Garnet n'est pas recommandé? En réalité, il n'y a pas réellement de cas, à part si vous êtes vraiment dans un système, comme je l'ai montré au tout début, vous avez un capteur, vous avez un seul type de capteur et vous le consommez vous-même, alors oui, alors vous n'avez pas besoin si vous n'avez pas besoin de geospatial capabilities, si vous n'avez pas besoin d'event monitoring avec les subscriptions, si vous n'avez pas besoin de connecter différents systèmes ensemble, alors là, il y a pas, vous allez utiliser, en fait, le Garden Framework, ça va être un peu une Rolls pour finalement avoir un système très basique qui fait que remonter de la donnée et stocker et être consommé. Donc là, dans ce cas-là, je recommanderais pas forcément d'utiliser le Garden Framework pour ça, parce que vous allez l'utiliser que 1% de ses capacités. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs systèmes ou plusieurs types de capteurs et que vous avez besoin d'avoir une vue holistique,
là, c'est recommandé. Parfait. Pour conclure ta session, est-ce que tu aurais une best practice ou quelque chose à ne pas faire ou une synthèse sur ton travail actuel ou quelque chose que tu veux dire? Il nous reste encore 5 minutes. Alors, d'accord. Alors, simplement vous dire que c'est open source, comme je le disais. Donc, tout est indiqué sur le site garnet-framework.dev. Donc, il suffit de chercher Garnet Framework sur Google, vous allez le trouver. Le code est sur GitHub. Donc, c'est accessible. Si vous avez besoin de modifier vos, vos- bah, le code en fonction de votre solution. Il y a un travail de modèle à faire, en fait, qui est indépendant d'ailleurs du Garnet Framework. C'est conceptuel, c'est imaginons que vous avez des systèmes à connecter. Il y a un petit travail en se disant voilà quel type d'entité, comment je vais les créer, comment est-ce que je vais les connecter. Je prenais l'exemple de l'aéroport, ou ça peut être l'exemple du smart building. Vous avez des salles de réunion, vous avez des salles de pause, vous avez des étages, vous avez des ascenseurs. Comment vous allez modéliser tout ça, quel type d'entité vous allez créer, comment vous allez les connecter, quel type de relationship vous allez utiliser, etc. Donc tout ça, c'est un petit travail à faire en amont avant même finalement de déployer. Mais c'est assez flexible en fait, donc vous pouvez très facilement, par à mesure, changer les choses. Donc ce que je recommanderais, c'est de regarder la documentation du Garnet Framework qui est disponible, euh, d'être familier avec ça, sachant que le Garnet Framework repose, comme je le disais, sur le contexte broker, qui est une technologie open source développée par la communauté Fireware. Nous, en l'occurrence, on utilise le contexte broker qui a été développé par l'entreprise NEC, NEC. Euh, donc, il y a plusieurs implémentations open source du contexte broker. Et il y a un certain nombre de tutoriels aussi sur NGSILD qui sont pas d'AWS. NGSILD, c'est pas un standard AWS. C'est justement ça que moi, quand j'ai choisi de baser le Garnet Framework sur NGSILD, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait déjà un écosystème en place, qu'il y avait déjà des entreprises qui utilisaient ça. Et donc l'idée, c'était de venir supporter cet écosystème plutôt que de créer quelque chose from scratch qui ne serait utilisé que par nous. Donc il y a un certain nombre de tutoriels. Si vous allez sur YouTube, si vous tapez sur Google, vous allez trouver euh, un certain nombre de best practices, de tutoriels pour modéliser, pour utiliser ça. Donc je lis aussi qu'il y a une question, est-ce que il y a une alternative à Amazon SQS? Donc, en fait, c'est open source, donc en réalité, l'interface, elle est SQS parce que voilà, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficient pour aller ingérer de la donnée à l'échelle. Maintenant, si vous voulez mettre à une autre interface, que ce soit même une API, API Gateway, vous pouvez le faire. Moi, je recommande souvent de garder SQS et d'avoir d'avoir le changement d'interface dans le data producer. Imaginons que vous recevez la donnée en SFTP. Je recommande plutôt de récupérer en SFTP, ensuite de pousser en SQS, ou même en HTTP, de récupérer en HTTP et ensuite de pousser vers SQS, plutôt que de mettre une interface autre à l'entrée du framework. Parfait. Alors, je relis une autre question. Est-ce que l'utilisation de ce framework est plus pour les utilisateurs de systèmes embarqués ou bien d'autres peuvent l'utiliser? Non, justement, l'idée, c'est de connecter n'importe quel type de système. Ça va du simple capteur LoRaWAN, système embarqué que vous connectez directement au cloud via nos services AWS IoT et qu'ensuite vous traitez la donnée et vous les poussez, ou même si vous avez une plateforme déjà existante qui fait pas mal de choses, vous pouvez la connecter au Garnet Framework. De la perspective du Garnet Framework, tous ces systèmes sont des data producers, qu'ils soient des systèmes embarqués très basiques aux plateformes les plus évoluées. Même imaginons que vous ayez des systèmes avec du machine learning, vous récupérez de la donnée vidéo, vous la stockez, vous analysez la vidéo, vous comptez le nombre de personnes, le trafic de la vidéo, et ensuite vous envoyez l'information vers le Garnet Framework. Tout ça, tout ce que je viens de décrire avant d'envoyer l'information est un data producer. Et quand vous envoyez l'information qu'elle est standardisée au MDSALD, ensuite elle arrive dans le Garnet Framework. Mais tout ce qui est avant, c'est un producteur de données. Donc un producteur de données peut être très basique comme très très complexe.
peut stocker de la donnée, peut faire beaucoup de choses. Donc ne voyez pas producteur de données égale système embarqué ou égale device IoT. Un data producer peut être virtuellement n'importe quel système. À partir du moment où vous avez accès à une interface pour collecter de la donnée, la transformer et l'envoyer. Merci merci pour cette réponse. On va conclure ta super session. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les internautes aussi qui étaient connectés, c'est le cas aussi. Je mets ici en lien le questionnaire. Donc, si vous avez des commentaires à faire sur la session, donnez votre avis positif, n'hésitez pas. Merci beaucoup Ali pour cette présentation. J'ai trouvé ça pour moi super intéressant. J'ai bien aimé ton use case aussi. Ça m'a appris pas mal de choses. Et puis à bientôt. À bientôt et n'hésitez pas à aller sur le site ou me suivre sur LinkedIn. Je poste pas mal d'actualités sur le Garnet Framework, donc avec des cas d'usage clients, etc. Parfait. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.